Salut tout le monde, bienvenue sur Quartier Libre. Aujourd'hui, je suis avec Chloé. Salut Chloé. Salut Johan. Bon, on ne s'était pas parlé en live, hein. En Ouais, tout cas par écran interposé. Ouais. C'est qu'on voulait parler aujourd'hui de nos expériences respectives récentes dans les magasins, dans les commerces, dans les transports et des droits qu'on a et que les autorités doivent respecter, malgré que parfois elles ne les connaissent pas. Les policiers ne les connaissent pas. Hein. c'est un peu J'ai le problème. j'ai pu le constater assez récemment. Et aussi des différents textes, conventions, déclarations officielles qui sont contraires à la restriction des droits fondamentaux, à la vaccination obligatoire et à toutes ces expériences médicales qui portent atteinte à notre intégrité physique. Donc, on va faire un petit résumé de tout ça, en tout cas, d'après ce qu'on a comme matériel, comme connaissance, parce que ça pourra être des outils utiles pour les personnes qui nous écoutent, pour vous, pour ne Mm, plus vous laisser intimider, impressionner, entraver dans votre vie de tous les jours. mm. Parce que Hein. ouais, c'est vraiment très important de se réapproprier ses droits parce que la première chose, c'est déjà, bon ça, on va pas trop l'évoquer aujourd'hui, mais c'est des sujets que j'aborde souvent sur Quartier Libre. C'est qu'il faut être conscient que ce vers quoi on va, c'est pas ce qu'on veut. Il y a trop de gens qui pensent que les choses vont revenir à la normale, ça n'arrivera pas, jamais. Surtout si on les laisse faire. Et justement, il faut arrêter de les laisser faire. Et pour arrêter de les laisser faire, il faut commencer par se réapproprier ses droits. Et en fait, il faut que les gens sortent de la peur du PV, parce que cette peur, en fait, nous empêche de faire quoi que ce soit. Et si on ne fait rien, en fait, dans 10 ans, on sera toujours avec le masque. Mais ça ira même beaucoup plus loin que ça. Mais je veux dire, on n'en sortira jamais. Et pour commencer à vouloir résister, il faut connaître ses droits. Et des droits, on en a, tout est écrit. Je veux dire, rien ne nous force à obéir à ces lois qui nous imposent de porter le masque, de sortir avec une attestation, etc. Mais pour ça, c'est vraiment important de connaître ses droits et de pas se laisser faire, en fait, quoi. Et en plus, c'est même pas des lois, c'est des décrets, des Oui, ordonnances. C'est des textes qui sont en dessous des lois, en dessous de la Constitution. c'est clair. Et puis, au-dessus des lois, il y a même encore quelque chose qui est génial, ça s'appelle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Dans la pyramide des normes, c'est ce qui prévaut sur tout. Mais déjà, enfin, il y a même pas besoin de remonter aussi haut. C'est-à-dire que rien que dans les lois et les décrets, il y a déjà tout ce qu'il faut en fait pour se défendre en fait par rapport à tout ça. C'est même pas se défendre, c'est pour ne pas consentir à tout ça en fait. Exactement. Donc, on peut commencer à parler de nos petites expériences là, qu'on a vécues ces derniers jours, ces dernières semaines. Toi, Johan, tu as été dans un magasin bio en plus, qui se prétend éthique et en faveur du citoyen, des êtres humains, de la morale, des droits humains. Ouais, Et il s'est passé des petites choses. Et puis moi, j'ai été chez ma coiffeuse habituelle que j'ai depuis 13 ans, qui était devenue une amie, enfin je le pensais, et qui m'a refusé l'entrée sans masque. Alors je ne sais pas par qui on commence. Tu parles de... bah, je vais commencer. Moi, j'ai une double expérience. C'est-à-dire que une qui est la mienne et qui s'est plutôt bien passée au final, et celle d'un ami à moi, en fait, au même endroit d'ailleurs, avec deux approches différentes. Et justement, je pense que c'est intéressant de raconter un petit peu les deux approches et le résultat des deux expériences. Ouais. Moi, j'y suis allé, bah, c'était hier, hein, d'ailleurs. J'y suis Ouais. allé bah, sans masque. Hein. Enfin, je veux dire, comme d'habitude, dans les commerces, je rentre sans masque. Et enfin, il y a eu une époque où je le mettais sous le menton, mais en fait, je me suis dit, mais pourquoi je fais ça? Ça sert à quoi déjà? Ça sert à rien. Je veux dire, bah, c'est pas plus utile d'avoir un masque sous le menton. En fait, la seule chose, c'est que tu montres ta soumission. Exactement. Et c'est même pas une histoire de respirer ou pas respirer. Là, c'est vraiment montrer sa soumission. Donc moi, je refuse de montrer aucune soumission à quoi que ce soit, en fait. Donc non, je ne porte pas de masque. Et donc, je rentre dans ce magasin sans masque. Ce qu'il y a, voilà, moi c'est l'approche soft, en fait, dont je vais parler. C'est celle qui est la mienne aujourd'hui. C'est que je me suis fait un petit papier de mon médecin, qui est en gros une attestation médicale qui dit que je ne suis pas en mesure de pouvoir porter le masque. Bon, là, c'est écrit de manière prolongée. Bon, voilà, c'est un certificat médical que mon médecin m'a fait, qui vaut en fait, en gros, c'est un handicap. C'est une preuve de handicap. Et dans le décret, je sais plus le numéro du décret. Du 29 octobre 2020, article 2, je pourrais montrer juste après ton intervention. Voilà, merci Chloé. Et bah, dans ce décret, il est écrit en fait noir sur blanc que on doit porter le masque dans les lieux clos, sauf, et là il y a une liste de choses, notamment en cas de handicap. Point.
Donc en Bon, je vais fait, partager maintenant. ce papier, c'est une preuve de handicap. Et donc, en cas de non-possibilité de porter le masque, en fait, on te demande de garder une distanciation avec les gens de au moins 1 mètre. Le haut, donc là, ça se présente comme ça: décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. On va à l'article 2 et on voit ici, voilà, les obligations de port du masque prévues au présent décret ne s'appliquent pas aux personnes en situation de handicap ni d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre des mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus. Donc, cette attestation, ce certificat est largement suffisant. Et d'ailleurs, il m'avait servi dans le TGV au début du mois de mars, quand j'avais été à Paris faire l'interview avec Richard Boutry sur France Soir. Ça m'avait suffi pour avoir une rame entière à moi toute seule. J'en demandais pas ça. Mais en tout cas, les contrôleurs étaient bien obligés d'admettre que je respectais la loi, simplement. Mmh. Et donc voilà, je continue un petit peu sur cette petite expérience. Ma phrase, c'est tous les jours en fait, hein. Mais je parle de ce cas-là en particulier. Donc du coup, je rentre, je fais mes courses avec mon petit panier, je remplis mes fruits, mes légumes, voilà, tout se passe bien. Ça fait 10 minutes que je suis dans la boutique. Je pense qu'à un moment, t'as un client qui a été dire au personnel, ouais, il y a un monsieur là-bas qui fait ses courses sans masque. Donc du coup, il y a quelqu'un qui est arrivé en courant. Il est arrivé en dérapage devant nous et il me dit messieurs, il faut porter le masque. Et je dis ah ben non, en fait, regardez, j'ai un certificat médical, du coup je ne peux pas le porter. Et il me dit si, en fait, c'est le règlement du magasin, il faut porter le masque. Je fais oui, bah alors à moins que votre règlement aille à l'encontre des lois, ce que j'espère pas pour vous, hein, mais voilà, moi en tout cas la loi me dit que je peux ne pas le porter. Par contre, je respecte une distanciation sociale avec les gens, voilà, il y a aucun souci, voilà. Et il me dit ah bon, d'accord et tout. Bon, bah, il était un peu gêné parce que je pense qu'il n'était pas du tout au courant de cette loi, Non. comme la plupart des gens. Ouais, c'est ça. Du coup, bah, dans le doute, en fait, il m'a dit bon, ok, et vous en avez pour longtemps? Bah écoutez, j'ai presque fini. Voilà, je fais mes courses. Et donc je termine les courses et ensuite il me dit, il m'ouvre une caisse exprès, donc du coup je fais pas la queue, c'est génial. Euh, et il me fait passer une caisse, une nouvelle caisse qui venait d'ouvrir. Du coup il me fait passer et puis bon, bah, ça se passe très bien. Et lui portait son masque sous le nez d'ailleurs. Et voilà. Et puis du coup je paye et puis je m'en vais et en sourire, voilà, tout se passe très bien. Et ce que je voulais raconter justement, c'est que j'ai un ami qui a été dans cette même boutique la semaine Un ami d'avant. commun, d'ailleurs. Ouais, un ami commun, c'est vrai, qui s'appelle Phil, qui lui, il arrive avec une approche totalement différente. Déjà, il s'est pas fait de certificat médical. J'invite tout le monde à aller se faire ce certificat médical parce qu'il y a énormément de médecins, je pense, qui sont contre ce port du masque. Enfin, je veux dire, c'est écrit sur la boîte des masques. Le masque ne protège pas des virus. Donc, je pense qu'un médecin de bonne foi, en fait, ne peut qu'acquiescer en fait sur ce genre de choses. Alors évidemment, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne jouent pas le jeu, enfin, ou qui jouent le jeu justement de l'État là-dessus. Mais je pense que c'est assez facile en cherchant un petit peu de trouver des médecins qui vous feront cette attestation. Et enfin, en tout cas, je connais beaucoup de personnes qui l'ont, donc je pense que voilà. Et puis c'est pas le même médecin qui l'aura fait, hein, voilà. Donc lui, il arrive dans la même boutique bio, de la même manière, il fait ses courses, etc. Sauf que là, il y a une personne qui arrive vers lui et qui lui dit, Monsieur, il faut porter le masque. Ah non! Et lui, il dit, ah non, 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 moi, je refuse de porter ce masque. C'est de la soumission. Moi, je refuse de consentir à ça. Mais vous vous rendez compte que c'est n'importe quoi, machin. Et puis voilà, il parle très bien, de manière posée, polie, sans s'énerver, etc. Mais il se Ferme. retrouve, ouais, de manière ferme. Ouais. Et puis bon, ils insistent, etc. Et puis ils lui demandent de sortir s'il porte pas son masque, etc. Et puis lui il fait excusez-moi, mais à quel moment je fais le salut nazi? Donc bah, la personne en face lui dit non, mais on va attendre un peu. Mais voilà, au final, ça s'est terminé que bah, ils ont appelé la police et ils sont arrivés à 6 policiers pour un homme sans masque. J'étais au téléphone avec lui d'ailleurs quand ça s'est passé. 6 policiers pour un homme sans masque et au final, bah, comme ça durait, il essayait de discuter avec eux, etc., sans s'énerver toujours. Bah, au bout d'un moment, ils ont appelé des renforts, ils se sont retrouvés à 9 policiers, plus 2 gendarmes qui passaient par là à moto, ils leur ont fait signe. Ils se sont retrouvés à 11 forces de l'ordre, gardiens de la paix, pour une personne qui allait acheter de l'ail.
C'est délirant. c'est délirant. À un moment, il leur a marqué, est-ce que vous vous rendez compte de l'ironie de la situation, en fait? Vous êtes 11 pour moi qui va acheter de l'ail. Il y a un an, je vous aurais raconté ça, que dans un an, il se passerait ça, mais vous m'auriez pris pour un fou. 11 policiers, mais je veux dire, ils sont pas censés être en train de s'occuper de faire leur travail, c'est-à-dire protéger et servir. Et protéger et servir qui? Nous, les peuples. Hein, voilà. Faut rappeler quand même que ce sont, entre guillemets, j'aime pas ce terme, mais ce sont nos salariés. On paye des impôts, c'est nous qui payons leur salaire, ils travaillent pour nous, en fait. Ça, faut pas l'oublier, parce qu'on a tendance à penser l'inverse, justement, que c'est nous qui travaillons pour eux et qu'on doit leur obéir. Mais c'est, voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont perdues. À la fin de l'expérience, je sais pas si tu vas en parler, mais je suis au courant de ce qui s'est passé, ce qu'il m'a expliqué. Il a interpellé l'un des policiers en disant: le jour où on vous demandera de tirer sur les gens qui n'ont pas de masque, est-ce que vous allez le faire? Au début, le policier, il a botté en touche, il a dit: ah, mais non, pas du tout. Puis il a ça n'arrivera jamais. Ouais, ça n'arrivera pas. Et on vous aurait dit il y a un an que vous allez devoir arrêter les gens sans masque parce qu'ils sont dans un magasin pour acheter de l'ail. Vous l'auriez cru. Et là, c'est vrai qu'il s'est posé des questions. Et ça a été assez percutant, je pense, pour les forces de l'ordre qui étaient là. Et puis, ils sont partis, hein, c'est ça. Après, oui, bah, il a quand même pris son PV, hein, je pense. Enfin, il va le recevoir incessamment sous peu. Et ça, c'est pareil, tu vois. Bon, après, c'est sûr que c'est compliqué. Mais je veux dire, il y a une loi, je sais plus le numéro de la loi, mais je vous la retrouverai. Mais en tout cas, qui dit qu'il y a rien qui nous oblige à montrer de papiers d'identité, si on nous les demande. On peut attester notre identité, mais sans pour autant montrer une carte d'identité. Voilà. Et sans la carte d'identité, il peut pas nous mettre de PV, en fait. Mais la chose, c'est que lui, il a commencé à vouloir faire valoir ses droits, c'est-à-dire de dire, bah écoutez, j'ai rien qui me force à me montrer mes papiers d'identité. Ils lui ont dit, bah dans ce cas-là, je vous amène au poste et vous allez rester 4 heures. Mais le fait qu'ils disent ça, d'ailleurs, vous allez rester 4 heures, c'est parce qu'il sait très bien qu'il n'a pas le droit de te garder plus longtemps que 4 heures. Tu peux être en garde à vue jusqu'à 48 heures, mais en garde à vue, ça veut dire que tu es un suspect. Donc tu as commis potentiellement un délit. Donc là, s'il te dit déjà qu'il peut te garder que 4 heures, c'est qu'il sait que tu n'as pas commis de délit. Donc il le reconnaît que tu es dans ton droit, mais il va quand même te garder 4 heures. Mais n'empêche que si tu restes ces 4 heures et que tu ne donnes pas tes papiers, déjà tu n'auras pas de PV. Bon, faut avoir 4 heures à perdre. Hein. Mais déjà, ils reconnaissent l'illégalité de tout ça rien que par cette petite phrase. On va vous garder 4 heures. Si vraiment tu commettais un délit, ils pourraient te dire on va te garder 48 heures. Tu vois, moi, ça, c'est un truc que je constate. Hein, ils le savent. En disant ça, ils reconnaissent. Déjà, ça montre un peu toute la supercherie du truc. Bon, après, bien sûr, je pense que les gens n'ont pas 4 heures à perdre. Donc, à la limite, on connaît nos droits. On sait que tout ça est illégal. Et bon, bah, donnez-lui vos papiers si vous n'avez pas 4 heures à perdre. Il va vous mettre un PV. Ok, mais de toute façon, le PV, vous allez pouvoir le contester. Et il y a beaucoup de gens pour qui ces PV se sont fait annuler. Donc, à partir du moment où un juge décide d'annuler ce PV, ça veut dire qu'il reconnaît que le PV est illégal. Moi, déjà, ça, c'est un truc qui me dérange. Pourquoi ne pas aller plus loin? Ok, tu ne payes pas tes 135 €, mais si tu en restes là, il se passe quoi? Les policiers vont continuer à aligner et à mitrailler des PV partout. Qu'est-ce que tu proposes, Yoann? Moi, ce que je propose, c'est que déjà de connaître ses droits, parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'un avocat pour aller porter plainte contre un policier, parce que sur le PV, il y a le matricule du policier qui vous a mis ce PV. Donc, à partir du moment où le PV est annulé, ça veut dire que le juge reconnaît l'illégalité du PV. Donc, ça veut dire que ce policier qui vous a verbalisé n'a pas respecté la loi. Donc, qu'est-ce que tu fais concrètement? Un policier, déjà, c'est quelqu'un d'assermenté. Ça lui donne des droits, mais ça lui donne surtout des devoirs. Et le devoir principal, c'est de respecter la loi. Et ça, c'est le devoir le plus important qu'il a, quoi. Et dans la loi, c'est écrit que toute personne assermentée qui ne respecte pas la loi est passible de 7 ans de prison et de 100 000 € d'amende. Donc, ce que tu fais, c'est que tu portes plainte contre la personne qui t'a... Bien sûr, il faut pas s'arrêter là. Il faut porter plainte contre ce policier ou contre ce matricule, quoi. Voilà, et aller jusqu'au bout. Parce que tant que personne tant qu'ils sont pas jugés pour ce qu'ils font, ils continueront. Alors bien sûr, vous allez me dire, les juges vont pas aller jusqu'au bout de ces plaintes, etc. Mais il en suffit d'un, en fait. Donc si on est des centaines de milliers, des milliers à faire ça, en fait, il y en a bien un jour qui va se dire non mais c'est vrai. Et qui va peut-être même lui mettre une peine avec sursis ou juste une amende ou quoi, mais ça fera un précédent. Et je vous assure que tous les policiers, avant de mettre un PV, s'il y a ce précédent, ils vont y réfléchir à 2 fois avant de le mettre. Donc, ce que tu préconises, c'est que la prochaine fois qu'un PV est donné comme ça de façon illégale, la personne qui l'a reçu dépose plainte
contre le policier qui lui a donné cette amende. Et bien sûr, il faut aller jusqu'au bout. Et de la même manière que si vous protestez, si vous contestez un PV et que vous recevez un courrier comme quoi votre contestation n'est pas acceptée, il faut pas en rester là. Si vous payez, ça veut dire que vous reconnaissez l'illégalité, mais donc du coup vous consentez en fait à ça. À partir du moment où vous payez, vous avez consenti. Mais il faut faire appel. Ouais, pardon. Il faut faire appel. Parce que quand vous faites appel, ça va aller taper plus haut. Vous allez tomber sur quelqu'un d'autre, un autre juge. Et donc, du coup, peut-être que cet autre juge va décider que non, encore une fois, non, tu payes. Mais encore une fois, il faut les taper encore plus haut. Bien sûr, on n'a pas tous le temps, etc. Mais il y a beaucoup de personnes pour qui la première contestation a engendré l'annulation du PV. Mais moi, j'ai une amie, par exemple, ils ont refusé sa contestation. Elle s'est dit, bon, allez, tant pis, je paye. Mais non, faut pas en rester là. Parce que si on fait ça, on se soumet, et plus on se soumet, moins ils s'arrêteront, quoi. Et puis jusqu'où ils vont. Regardez, en un an, où est-ce qu'ils nous ont amenés, quand même. C'est ça. En fait, ce qu'on s'est dit récemment, là, c'est que l'histoire du PQ, je sais pas si tu te souviens, du papier toilette dans les magasins, à mon avis, c'était un test pour voir le degré de soumission des gens. Est-ce que si on dit à la télé, on est en panne de papier toilette, est-ce que les gens vont se ruer pour aller l'acheter? Effectivement, le test était positif puisque la majorité des gens a cru sur parole cette injonction, cette mise en garde, et se sont rués sur le papier toilette dans les magasins. Donc, c'était un premier signal de départ, un premier feu vert pour ces gens qui imposent aujourd'hui les masques. Et effectivement, avec le masque, ça continue à marcher. Donc, tant qu'on fonctionne, tant qu'on obéit, qu'on donne notre consentement, c'est toujours une histoire de consentement, hein, y compris pour les vaccins. Enfin, en fait, concrètement et pour résumer, ils n'ont pas de pouvoir tant qu'on ne donne pas notre consentement. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit se mettre dans la tête. Et je voulais parler un petit peu de mon expérience aussi il y a une semaine, il y a 10 jours, avec ma coiffeuse habituelle, Carla. Je lui ai fait de gros bisous malgré tout parce que je pense qu'elle n'a pas conscience de l'enjeu qui a cours et de ce qu'elle permet en faisant ce qu'elle a fait. C'est-à-dire que moi, ça fait 13 ans que je la connais. J'avais rendez-vous donc il y a 10 jours et elle m'avait fait un SMS la veille en disant cette fois-ci, tu mets un masque quand tu rentres et quand tu sors. Et bon, je pourrais te coiffer entre deux dans une salle à part, mais tu mets le masque quand même. Et j'ai dit, Carla, je vais respecter la loi et je ne mettrai pas de masque parce que j'ai, comme toi, un certificat médical qui me dispense du port du masque. Et elle m'a pas répondu. J'y suis allée. Elle m'a dit, maintenant, Chloé, tu mets le masque. J'ai fait, Carla, moi, je ne consens pas à cautionner cette dictature. Donc, c'est hors de question. Et en plus, je respecte le décret du 29 octobre qui me dit qu'avec un certificat médical, je ne suis pas tenue de mettre un masque. Elle a rien voulu savoir. Elle m'a dit, bon, c'est un lieu privé, tu fais comme je te dis et c'est tout. J'ai dit, mais attends, en plus, je pensais qu'on était amis, comme je t'ai dit au début. Ça m'a tellement déçue. Je suis partie et j'ai trouvé un autre salon de coiffure un petit peu sur le vif, comme ça, à qui j'ai expliqué cette histoire de masque. Ils m'ont dit, OK, venez, on vous reçoit avec votre certificat. J'y suis allée. J'ai déposé mon certificat médical sur le comptoir. Et on a agendé des rendez-vous. Le lendemain, j'avais rendez-vous avec elle. Et le soir, elle me fait un SMS, la nana à qui j'ai parlé. Elle me fait il faudra avoir un test PCR négatif daté de moins de 48 heures pour que je vous coiffe. Là, j'en revenais pas. J'y suis allée le lendemain, après la manif de Chambéry. J'ai eu évidemment pas le temps de faire un test. Et puis, c'était hors de question que je me prête à ce genre de soumission absurde. Mais attends, mais ça, c'était en France, ça? C'était en France. Ils te demandent un test PCR pour aller chez le coiffeur. Non, mais attends, parce que c'est pas du tout dans la loi, c'est ni légal ni légitime. Et je me disais, c'est un sketch, ce truc-là. Donc, j'y suis allée après la manif de Chambéry. Et elle m'a dit, vous avez votre test? Je fais non, moi, c'est hors de question de porter atteinte à mon intégrité physique, en m'enfilant un machin dans le nez. Elle me fait, alors dans ce cas, je peux pas vous coiffer. Je dis, et en quel honneur? Parce que je lui ai rappelé donc l'histoire du décret du 29 octobre qui me dispensait du masque, mais qui parlait ni de visière, ni de test, ni de rien du tout, à part éventuellement de distanciation physique. Et là, elle me dit, non, mais c'est le règlement du centre, parce que c'était dans un petit centre commercial. Je lui fais, comment ça, le règlement du centre? Je peux parler à votre responsable? Elle me fait, oui, pas de problème. Elle l'appelle. Un gars d'une trentaine d'années, je suppose, il avait un masque, une barbe, on voyait rien, mais j'imagine que c'était quelqu'un de plutôt jeune. Et puis, je lui parle de nouveau de ce décret qu'il ne connaissait pas. C'est marrant parce que tous ces gens qui appliquent des lois comme ça, qui leur sortent
qui sortent de je sais pas où, de la télé, ne connaissent pas en fait les décrets, les lois. Et donc je lui parle de ce décret, je lui montre qu'effectivement, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, si on a un certificat médical qui atteste du handicap, eh bien on n'est pas tenu de mettre ce masque. Et il me dit oui, mais bon, c'est un lieu privé, donc comme ma coiffeuse d'avant, en disant c'est un peu eux qui décident. Et puis de toute façon, c'est pas moi qui l'ai écrit ce truc. Je lui fais bah alors, est-ce que je peux parler à la personne qui l'a écrit ou qui est responsable de cette injonction, de cette décision, de ce test. Opération, ouais. Et là, impossible, il me dit non. Après, il me dit non, mais c'est moi. J'ai fait, alors, faut savoir. Et puis, je lui dis, mais vous savez, vous êtes en train de contribuer à mettre en place, à perpétuer ce totalitarisme, et que le jour où ils vous demanderont un vaccin, vous serez obligé de le faire aussi. Si vous continuez sur cette ligne, il me fait non, mais ça c'est non, le vaccin c'est non, ce sera hors de question, je le prendrai pas. Je lui fais, qu'est-ce que vous en savez que dans 2 mois, dans 3 mois, ils vont pas vous virer si vous n'avez pas de vaccin? Et puis là, il avait rien à dire en fait. Et il me disait oui, mais je fais mon travail. Je dis oui, comme les collabos en 39-45, ils faisaient leur travail. Ah non, quand même, vous exagérez et tout. Donc je dis mais si vous avez compris, je dis mais le masque ne sert à rien en plus. Il me fait mais je sais. Je dis mais alors si vous avez compris, pourquoi vous continuez à jouer le chien de garde comme ça et à faire du zèle en plus, parce que cette histoire de test PCR, c'est nulle part, c'est pas du tout légal. Et là il me fait ouais je sais, mais bon j'ai mon travail, enfin en gros j'ai mes crédits à payer, j'ai ma famille à nourrir quoi. Et il me fait, j'appelle la police. Je lui fais, mais s'il vous plaît, appelez la police. Merci. Comme ça, on va rétablir nos droits parce que là, ça commence à être trop, à s'embrouiller dans tous les sens. On va voir de quoi il s'agit et puis on va voir que ce certificat, il est totalement suffisant en fait pour avoir accès à un service. Donc il appelle la police. Il y a 2 flics qui se ramènent et je leur explique la situation, que j'ai été interdite de salon de coiffure parce que j'avais pas fait de test PCR alors que le test PCR n'apparaît nulle part et que mon certificat médical me suffit. Et là, ils étaient d'accord avec moi. Oui, effectivement, votre certificat médical et tout, etc. Le gars était persuadé que j'allais me prendre une amende de 135 €. Je lui dis, vous verrez, il n'y aura pas d'amende. Effectivement, il n'y a pas eu d'amende puisque j'étais totalement dans mon droit. Par contre, je lui dis, et puis alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire de test PCR? Il me fait, ah, mais non, c'est privé et tout, ils font ce qu'ils veulent en gros. Je lui ai dit, mais attendez, il n'y a pas une histoire de discrimination là? Et là, il me fait, ah, vous commencez pas à jouer avec la discrimination, comme si c'était un jeu. Alors qu'en fait, c'est des lois, c'est des arrêtés, c'est des décrets. Et entre-temps, parce que à ce moment-là où je leur parlais, j'avais pas encore été regardée sur Légifrance ce qui existait au niveau de la discrimination. Et je vais vous montrer ce que j'ai trouvé, l'article 225-1, qui punit de 5 ans de prison et de 75 000 € d'amende quelqu'un qui a un commerce et qui te refuse l'accès au commerce quand c'est accessible au public. Donc en fait, j'aurais dû lui sortir ça et c'est ce que je ferai la prochaine fois. Donc je me suis dit bon, ok, je vais pas, comme je connais pas exactement cette loi-là, et encore une fois, ça montre que c'est important de connaître les lois à ce moment-là pour pouvoir les sortir, parce que même les policiers, encore une fois, ne les connaissent pas forcément. Donc j'ai dit bon, je vais quand même dire au revoir à la coiffeuse, etc. Il me fait ouais, allez-y. J'y vais. Elle sort de sa boutique. Et je lui dis, vous voyez, avec ce certificat médical, j'étais totalement dans mon droit et je trouve dommage que, pour des raisons que j'ignore, vous nous empêchez de venir nous coiffer alors que tout nous permet de le faire. Elle dit, ah oui, c'est vrai, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Et pareil pour le responsable là, du centre. Il m'a dit, oui, je savais pas. Bon, moi, j'ai appris quelque chose. Je dis, ouais. Et puis en attendant, cette histoire de certificat médical, à quoi ça sert? Vous savez que le masque ne sert à rien. Elle me fait, oui, je sais. Elle me dit, oui, je sais que ça sert à rien. Je dis, mais alors pourquoi? Elle me fait, oui, mais vous savez, j'ai une collaboratrice, son mari est à risque. Je dis, mais à risque de quoi? À risque de quoi? À risque de quoi? De choper un virus? Et alors? Non, mais surtout, c'est il y a 2 ans, je veux dire, son mari était certainement aussi à risque. Et est-ce qu'il prenait toutes ces précautions? Je veux dire, non, mais là, on est rentré dans une sorte de folie collective, d'hypnose collective totale, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et avec l'année dernière, il y a 2 ans, c'était que la télé n'en faisait pas tout un pataquès, tout un foin comme elle le fait aujourd'hui. Elle nous maintenait pas dans une terreur. Enfin, moi, j'en sais rien, je la regarde pas. Donc, je pense que, encore une fois, je réitère mon conseil pour les personnes qui ont peur, c'est d'arrêter la source de contagion qui est la télé. Et vous verrez, il n'y a plus de virus. On éteint la télé, il n'y a plus de virus. C'est rigolo. Ouais. En mars 2020, donc il y a 1 an, un peu plus d'1 an même, je parlais, je disais déjà, écoutez, moi je pense avoir trouvé le remède au coronavirus. En fait, ouais, c'est le bouton off de la télécommande de la télé, quoi. Alors, il y a des gens qui vont me dire, oui, vous savez, moi j'ai ma mère qui est morte et tout. Bien sûr, il y a des gens qui meurent.
Il y a des gens qui mouraient avant le Covid, hein. 1600 par jour en France, 180 par jour en Suisse. Il y a des gens qui meurent. La mort n'a pas commencé en 2020, ça c'est sûr. Et puis la grippe était un des motifs, en tout cas officiels, de certaines de ces morts. Ouais. Mais on parle beaucoup des morts du Covid, mais on parle plus beaucoup des morts des autres maladies. Mais surtout, ce dont on ne parle pas beaucoup, c'est le nombre de morts global, total en fait, Voilà. qui lui n'a quasiment pas bougé en fait. Non. Et en fait, les gens sont dans une hypnose collective là de ce qu'on te montre à la télé, mais je veux dire, chaque année dans le monde, il y a 2,5 millions de personnes qui meurent de maladies respiratoires. Et ça ne date pas de 2020 en fait, hein, c'était déjà avant. Et en 2020 et 2021, pour l'instant, par rapport au stade qu'il y a aujourd'hui, bah en 2020, il n'y a pas eu plus de morts que d'habitude en fait. 9 millions et quelques du cancer, 9 millions et quelques de la famine, 18 millions 17 millions, je ne sais plus exactement, des maladies cardiovasculaires. Mais ça, les médias n'en parlent pas, la télé n'en parle pas. Et pourtant, on nous autorise toujours à fumer, à boire de l'alcool, à manger des pesticides dans tout ce qu'on... à pas interdire le glyphosate. Depuis combien de temps, au niveau même de l'Union européenne, ce sujet est discuté et on reconduit pour 4 ans, on reconduit pour 5 ans. En Suisse, c'est pareil. Les pesticides sont les bienvenus. Le bio, faut s'en méfier. Les huiles essentielles, il y a des arrêts... Enfin, en France, ils essaient de les interdire. Le naturel, non. Mais par contre, le chimique, ça, c'est bon. Et après, on nous dit que c'est votre santé qui est importante. On se soucie de vous, mes chers compatriotes. On va vous protéger de vous malgré que ça vous empoisonne la vie. On va quand même vous empêcher de sortir, on va vous empêcher de vivre. On va couler l'économie, hein, pour augmenter la dette publique qui ensuite servira de prétexte et de chantage pour privatiser encore plus, pour réduire les prestations à la population, les services publics. Tout ça pour nous protéger prétendument, pour notre santé. Ça n'a aucun sens si on réfléchit 5 minutes. Et ces gens qui cherchent à nous protéger, auxquels beaucoup de gens croient qu'ils sont de bonne foi, qu'ils veulent nous protéger, il ne faut pas oublier une chose quand même, et ça j'aime bien en parler aussi régulièrement, c'est que, parce que les gens ont tendance à l'oublier, c'est que c'est quand même ceux qui financent depuis plus de 40 ans des campagnes de publicité à la télé, quoi. Moi, quand j'étais gamin, je pense que tout le monde a vu ces campagnes avec des petits squelettes qui nous vendaient les produits laitiers. Ou d'ailleurs, l'image du petit squelette qui nous vend les produits laitiers, ça veut tout dire. Ou ces campagnes pour le sucre, vous savez, avec la petite abeille, là, j'étais là. Ou ces campagnes pour, c'est quoi d'autre? Enfin, le sucre, le lait, À une époque, la cigarette, mais ça c'était. Et même la viande, il y avait des pubs financées pour la consommation de viande, quoi, comme quoi il faut manger de la viande. Et ce sont aujourd'hui, je veux dire, c'est avéré aujourd'hui, ce sont les 3 principales causes du cancer. C'est-à-dire que vous donnez 100% de votre confiance à à un gouvernement qui, depuis 40 ans, vous incite à consommer ce qui vous rend malade. Voilà. Et subitement, maintenant, il faudrait nous protéger contre un virus. Ouais. Chercher la logique. Les mêmes personnes qui, on amène sur leur bureau des études scientifiques sérieuses sur l'efficacité de certains traitements comme l'hydrochloroquine, comme récemment là c'est comment ça s'appelle, l'ivermectine, où ces études ne sont même pas prises en considération. C'est même pas elles sont prises en considération, c'est carrément elles sont interdites. C'est-à-dire que les produits sont interdits. Moi j'ai entendu des témoignages de pharmaciens récemment où la police est venue dans leur pharmacie pour leur saisir les stocks d'ivermectine, voire ceux qui ont contesté se sont fait carrément fermer. On en est là, je veux dire, en France. Hein. Des traitements qui marchent, on les interdit. On interdit aux médecins de prescrire, en fait. Et les études sur l'artémisia qui sont en cours depuis belle lurette, qui n'ont jamais abouti au niveau de l'OMS, et toutes les études qui sont sur la vaccination, là, on en avait parlé récemment avec des médecins qui nous disaient qu'il y avait plein d'études sur la vaccination qui avaient été faites pour montrer qu'il y avait des effets secondaires graves et que ces études n'ont pas été publiées. Donc, en fait, ce qui est publié, c'est uniquement des études qui vont dans le sens de la doxa gouvernementale et de la vaccination de masse et du traitement tout chimique. Donc, on voit bien que c'est biaisé. Voilà. Je voulais vous montrer. Alors, je vais vous montrer l'article 225.2. Alors, je vous le lis. La discrimination définie aux articles précédents, que je vous montrerai après,
commise à l'égard d'une personne physique ou morale est punie de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'elle consiste à refuser la fourniture d'un bien ou d'un service, d'entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque. Donc, activité économique, ça veut dire avoir un commerce et pouvoir exercer son activité économique, comme par exemple tous les commerces qui sont fermés aujourd'hui, et d'autres. Et ensuite, on voit à la fin, dernière phrase, lorsque le refus discriminatoire prévu au premier est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement, 75 000 € d'amende. C'est ce que je vous disais au début. Et quand on remonte un petit peu et qu'on va voir ce qu'est une discrimination, ce qui est défini comme une discrimination dans cette loi, constitue une discrimination, toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, donc c'est ça le sujet, de leur perte d'autonomie, de leur handicap. Mon handicap, c'est que je ne peux pas porter de masque parce que je ne respire pas. De leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leur opinion politique. Tiens, on parlera de censure, un de ces 4, de leurs activités syndicales et de leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. Donc, on est complètement dans la discrimination, notamment de l'état de santé et du handicap. Donc, cet article-là, 225-2, en fait, vous pouvez le montrer aux forces de l'ordre qui sont censées être des gardiens de la paix, je vous le rappelle, qui sont censés être protéger et servir nous, la population, et bien que lorsqu'ils vous empêchent d'entrer dans un commerce, ou quand quelqu'un a un commerce et vous empêche l'accès prétendument à cause d'un masque non porté, eh bien, il s'expose à 5 ans de prison et à 75 000 € d'amende. Je voulais vous montrer aussi, attendez, pas celui-là, cet article-là, 431-1, qui pourrait servir dans un cas ou dans un autre, qui dit que le fait d'entraver d'une manière concertée et à l'aide de menaces l'exercice de la liberté d'expression, la liberté de travail, d'association, de réunion ou de manifestation est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Et que quand ce fait d'entraver tout cela est fait à l'aide de coups ou de violence, cette fois, c'est pas 1 an, c'est 3 ans, et c'est pas 15 000 €, c'est 45 000 € d'amende. Et voilà. Juste pour un petit rappel, les policiers, les représentants du gouvernement, enfin tous ceux qui sont voilà, au pouvoir entre guillemets, ne sont pas au-dessus des lois en fait. Elles les concernent également. Donc voilà, tout ce qu'on est en train de vous lire là, je pense que tu fais référence à la police. Ouais. Ils sont concernés par ces lois, d'autant plus parce qu'ils sont assermentés en fait. Exactement. Exactement. Et je voulais aussi vous montrer différents textes qui montrent que le vaccin, enfin la vaccination obligatoire est contraire donc à tous ces textes fondateurs, notamment le serment d'Hippocrate. On en parle tout le temps, mais cette partie du serment d'Hippocrate est importante à connaître. Elle dit « Je ne remettrai à personne… » Attendez, je vous agrandis ça. « Je ne remettrai à personne du poison si on m'en demande, ni ne prendrai l'initiative d'une pareille suggestion. » En référence à cette expérimentation qui a commencé en décembre 2020 avec ce vaccin à ARN messager ou à ADN. ARN messager, vous avez le Moderna, le Pfizer, et AstraZeneca, nouvellement appelé Vax Zevria, peut-être pour brouiller les pistes, je ne sais pas. Celui-là est à ADN. Donc, il est contraire au serment d'Hippocrate, également au code de déontologie français de l'ordre des médecins, article 36, qui dit par exemple que le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposé, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. Et si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que la personne de confiance, à défaut la famille ou l'un de ses proches, ait été prévenu ou informé, sauf urgence ou impossibilité. J'ai eu le témoignage d'une personne dont le père
a subi des interventions médicales qui l'ont mené à la mort sans que la fille ou qu'aucune personne de confiance n'ait été consultée. Donc attention, le consentement, toujours le même consentement, doit être obtenu, y compris pour la vaccination. Et là, on parle du consentement, mais vous verrez dans d'autres textes qu'on parle vraiment du consentement libre et éclairé, comme dans cette convention, la convention d'Oviedo, du 4 avril 97, qui a été signée par 29 pays, y compris la France et la Suisse, qui dit en son article 5, une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu'après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. Donc non seulement il est libre, mais il est éclairé, le consentement. C'est-à-dire que la personne qui intervient pour lui inoculer une substance, par exemple, dans le corps, doit lui donner toutes les conséquences, y compris négatives, de cet acte. Donc, tous les effets secondaires ou tous les effets de cette expérience, de cette injection que moi j'ai du mal à appeler vaccination, notamment les décès qui sont occasionnés, les paralysies, les méningites, les AVC et le reste. Et là où ça va encore plus loin, là aujourd'hui, avec ce qui se passe avec ce vaccin, c'est pas vraiment un vaccin, mais c'est que eux-mêmes reconnaissent publiquement qu'ils ne connaissent pas comment dire, les effets à long terme. Les effets à long terme et même les effets à court terme, parce que c'est une expérimentation en fait. Ils le disent ouvertement en fait. Vous êtes des cobayes. Ils le disent avec des mots différents, mais ils le disent en fait. Et Olivier Véran l'a dit récemment, il y a une semaine, que les personnes vulnérables ou les personnes vaccinées avaient une possibilité de développer des formes graves plus fortes que les autres et de décéder. Donc après, Non, et puis au-delà de ça, tu parlais d'informer sur les morts de cette vaccination. Ouais. Aujourd'hui, on est quand même dans une période où, il y a encore pas longtemps, toutes les personnes qui décédaient du Covid et certainement pas de leur comorbidité ou autre. Aujourd'hui, toutes les personnes qui décèdent suite à une vaccination sont toutes mortes de leur comorbidité. C'est fou, aucune mort n'est attribuée au vaccin aujourd'hui. C'est les comorbidités. Ouais, c'est diagnostic à géométrie variable, c'est intéressant quand même. Et même les personnes qui sont hospitalisées, là on parle même pas des personnes décédées, les personnes qui sont hospitalisées ou en réanimation aujourd'hui, qui sont des personnes qui ont reçu leurs 2 doses de vaccin, ce sont des personnes qui ont le Covid. Et puis une fois qu'ils meurent, non, ce n'est plus le Covid par contre, là c'est les comorbidités. Alors, ils se contentent parfois de tester les personnes qui ont un cancer ou qui ont des problèmes cardiovasculaires juste avant le décès. Et ils sont contents pour estimer que ces gens sont décédés du Covid. Mais effectivement, quand ils ont le Covid et qu'ils ont les symptômes et qu'ils sont malades suite à la vaccination, là, non. Et comme tu le disais à l'instant, ils n'ont pas le Covid. C'est vraiment très, très intéressant de voir ces 2 poids, 2 mesures, ces discours qui changent en fonction de vaccins ou décès d'autres causes que cette maladie. Donc, je finis l'article 5 de la Convention d'Oviedo, qui est aussi importante. Cette personne qui a reçu l'intervention médicale et qui a dû donner son consentement libre et éclairé doit préalablement recevoir une information adéquate quant au but et à la nature de l'intervention, ainsi que, comme je disais à l'instant avant, quant à ses conséquences et à ses risques. Et la personne, important aussi, concernée peut à tout moment librement retirer son consentement. Donc, même si elle a dit OK pour, par exemple, la vaccination ou un test PCR, elle peut tout à fait se raviser et changer d'avis. Ici, vous avez l'arrêté Salvetti qui date de 2002 de la Cour européenne des droits de l'homme. On en reparle après de la Cour européenne des droits de l'homme qui a dit le 8 avril, je crois, il y a quelques jours, que la vaccination obligatoire était nécessaire dans une société démocratique. Donc ça, c'est quand même assez fort de café de dire que un acte médical obligatoire qui en plus a des effets secondaires graves est légitime dans un État qui se prétend démocratique. Donc démocratique, on rappelle que ça veut dire le pouvoir du peuple. Donc comment quelque chose d'obligatoire imposé au peuple peut correspondre à une société qui prétend mettre en avant le pouvoir du peuple. C'est complètement antinomique. C'est l'un des nombreux oxymores qu'on a entendu cette dernière année, qui est vraiment... j'ai l'impression que cette année-là, année 2020-2021, c'est méga grande, caméra cachée. Il faut juste qu'on monte la caméra et qu'on arrête à un moment donné ce sketch. On est dans un épisode de Black Mirror, mais réel, quoi, en fait.
c'est une espèce de Truman Show aussi. Ça aurait fait un excellent film de science-fiction, ce qu'on vit aujourd'hui, vraiment. Hein. D'ailleurs, on en rigolera dans quelques années, hein, j'espère. Donc, cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme précise qu'en tant que traitement médical non volontaire, là, on précise que c'est pour la vaccination obligatoire, cette vaccination obligatoire constitue une ingérence dans le droit, le droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Décision du 9 juillet 2002, donc une ingérence. Ça veut dire un contrôle extérieur indu, infondé et illégitime, illégal dans le droit au respect de la vie privée. Donc la vaccination obligatoire, on voit qu'elle n'est pas du tout légitime. Là, on revient à la loi Kouchner, vous savez, de mars 2002. Regardez. Oui, voilà. Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Si on va à l'article 11, ici, on descend un petit peu. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne. Et ce consentement peut être retiré à tout moment. Donc, vous voyez, ce n'est pas les textes qui manquent. Hein. Ici, si on revient à la Suisse, on a la loi sur la santé publique de l'État de Vaud, parce que vous savez que chez nous, on a des cantons et que chaque canton constitue un État à part entière. Donc, dans le chapitre des consentements libres et éclairés, article 23, aucun soin ne peut être fourni sans le consentement libre et éclairé du patient concerné, capable de discernement, qu'il soit majeur ou mineur. Et je finirai par la déclaration de Genève, qui date d'octobre, de septembre 48. Ça date pas d'hier, hein. Même si elle a été amendée encore en 2017, qui dit « Le serment du médecin, entre autres, je respecterai l'autonomie et la dignité de mon patient. » Donc ça sous-entend que je ne vais pas à l'encontre de ses aspirations, de sa volonté de se soigner ou pas, avec les recommandations, les diagnostics qui sont présentés, comme par exemple la vaccination. Et la deuxième phrase que je trouve intéressante, importante, c'est « Je n'utiliserai pas mes connaissances médicales pour enfreindre les droits humains et les libertés civiques, même sous la contrainte. » Donc là, je m'adresse aux médecins qui doivent respecter les libertés civiques et les droits humains de nos constitutions respectives, dans l'intégrité physique, dans la liberté individuelle, dans la dignité humaine. Mais je rajoute une chose sur tout ça, c'est qu'on vit aujourd'hui dans un pays de non-droit, enfin pas qu'un pays, parce que c'est pas que la France, hein, c'est beaucoup d'endroits, mais la France, je pense, est très bien placée dans dans ce schéma-là. Il y a des médecins qui se sont fait radier de l'ordre des médecins pour avoir juste respecté en fait ce qui est écrit là. Absolument. Maintenant, si c'est des médecins, s'ils sont une dizaine à vouloir faire ça, forcément, on peut en faire ce qu'on veut de ces lois, les respecter ou non, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un droit napoléonien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a donné tout pouvoir aux juges et à certaines administrations ou autres, y compris de ne pas respecter la loi. Mais si des milliers de médecins font prévaloir ces textes-là, sont légaux. Radier tous les médecins, je veux dire, voilà. Mais c'est encore une fois, c'est qu'il faut que les gens prennent conscience de leur pouvoir. C'est que, ok, il y a de l'abus de pouvoir en face. Si on est tout seul, on peut que être victime de cet abus de pouvoir. Mais si on est des milliers à faire valoir nos droits, encore une fois, encore faut-il les connaître. Mais si on est des milliers à faire valoir nos droits, en face de nous, où est le pot de terre, où est le pot de fer? En fait, la réalité, c'est qu'on est 7 milliards contre 10 000. Encore une fois, j'arrête pas de le dire, hein, mais ces gens-là travaillent pour nous. La réalité, c'est ça. Le pot de fer, c'est nous, en fait. Mais encore faut-il connaître ses droits et encore faut-il ne pas se laisser faire, quoi. Et j'ai encore envie de vous montrer, parce que ça vous le connaissez tous, la résolution 2361 du 28, je ne sais plus, c'est 27 janvier ou 28 janvier de cette année, qui dit en son article 7.3.1 et 7.3.2 que les citoyennes et citoyennes sont informés que la vaccination n'est pas obligatoire et que personne ne subit de pression politique, sociale ou autre pour se faire vacciner,
si il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement. Et il faut veiller également à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné. Donc, par exemple, exit le passeport vaccinal, le certificat vert numérique et cette obligation d'avoir soit ce certificat, soit se faire vacciner, soit avoir fait un test PCR pour monter dans un avion. Ça n'est pas légitime, en tout cas, au regard du Conseil de l'Europe. Mais ce que m'a dit Étienne Chouard, parce que j'ai fait un petit peu ma tournée des gens que j'aime bien dans le Sud, et je l'ai vu il y a quelques jours, il m'a dit que le Conseil de l'Europe n'était pas une institution décisionnelle et qu'elle était juste consultative et qu'en fait, ce qu'elle pouvait édicter comme recommandation ou comme texte n'avait pas de force de contrainte auprès de l'Union européenne, de la Commission européenne, qui est en fait le seul organe décisionnel de l'Union européenne, donc la Commission européenne, qui évidemment n'est pas élue, je vous le rappelle, et qui fait à peu près ce qu'elle veut. Donc maintenant, on comprend un petit peu mieux cette décision le 8 avril de la Cour européenne des droits de l'homme qui juge la vaccination obligatoire nécessaire dans une société démocratique, qui va effectivement complètement à l'encontre de la résolution que je vous avais montrée juste avant. Et moi, ce qui me rend dingue, c'est ce titre-là. La vaccination obligatoire est jugée nécessaire dans une société démocratique. Mais comment il peut y avoir que nous que ça choque, ça? Je veux dire, toute personne qui a 2 neurones en place, qui voit obligatoire et démocratique dans la même phrase, il n'y a pas un tilt là qui se fait? Je comprends pas. Ça fait partie, comme je disais avant, des nombreux oxymores comme le soleil noir, enfin des choses qui sont dans la même expression, dans la même terminologie, la même phrase. On a des termes qui s'opposent complètement. Donc c'est vraiment des outils, je pense, de dissonance cognitive, de schizophrénie presque, et de confusion totale dans l'esprit des gens, puisque dans la même phrase, on dit une chose et son contraire. Avec écrit en gros les droits de l'homme en dessous, quoi. En mettant les droits de l'homme comme caution. C'est fou. Et je voulais vous montrer aussi ceci. Ça, c'est un article de Reuters qui dit que, donc Reuters, c'est une agence de presse comme Agence France Presse à l'AFP ou l'ATS en Suisse, agence télégraphique suisse, qui sont un petit peu des agences générales pour nous donner la bonne parole, qui est en tout cas la parole officielle. L'OMS ne soutient pas les passeports de vaccination pour l'instant. Cet article dit que l'OMS ne soutient pas l'exigence de passeport de vaccination pour les voyages en raison de l'incertitude quant à savoir si l'inoculation empêche la transmission du virus. Donc ça me permet de vous rappeler que une fois que vous êtes vacciné, injecté, vous n'êtes pas du tout garanti de ne pas transmettre le virus, et ainsi que des problèmes d'équité. Donc on parle bien d'équité, de différence de traitement entre les personnes qui ont reçu l'injection et ceux qui n'ont pas reçu, n'est-ce pas? A déclaré mardi une porte-parole. Cet article date du 6 avril. Et ce qui est dit, c'est qu'en tant qu'OMS, nous disons à ce stade que nous ne voudrions pas voir le passeport de vaccination comme une condition d'entrée ou de sortie parce que nous ne sommes pas certains qu'à ce stade, que le vaccin empêche la transmission. Donc c'était Margaret Harris, la porte-parole de l'OMS, qui a dit ça. Moi, j'ai envie de dire, avec un peu de recul, et on est même certain d'une chose, c'est que les personnes vaccinées aujourd'hui, j'ai vu passer un article, il faudrait que je le retrouve, qui disait que la majorité des gens qui étaient en réanimation aujourd'hui étaient des personnes qui avaient reçu leurs 2 doses. Et il y a aussi d'autres études qui démontrent que les personnes vaccinées sont des super contaminateurs. Donc en fait, si les seules personnes qui ont le droit d'aller dans les lieux publics et d'aller se mélanger aux autres, en fait, sont des personnes qui sont des super contaminateurs, j'aimerais bien savoir quel est le projet derrière tout ça, en fait. Parce que moi, ça m'interpelle un peu quand même. Effectivement, si c'est les personnes vaccinées qui sont les plus contagieuses, alors pourquoi on vaccine en masse et pourquoi on nous annonce une 3e, une 4e vague? Je voulais encore vous rendre attentif à un aspect qui, moi, m'interpelle, c'est les effets, les décès dus aux médicaments. Parce qu'on n'en parle jamais, hein, les médias poubelles, les médias officiels, ne parlent pas des effets iatrogènes des médicaments. Et justement, j'ai été faire ma petite enquête et j'ai été regarder, ça c'est un article qui date de quelques années déjà, qui disait que, donc selon le Lancet, en 2011, des effets secondaires des médicaments, attendez, je vais vous le mettre en bleu, ont atteint des proportions, ont atteint des proportions épidémiques et augmentent à un rythme double de celui des prescriptions. Intéressant. La Commission européenne a estimé en 2008 que les effets secondaires tuaient 197 000, rien que ça, citoyens européens annuellement. Donc 197 000 citoyens européens de l'Union européenne décèdent des suites des médicaments par année.
avec un coût de 79 milliards d'euros. Mais il n'y a pas d'argent magique, hein, comme nous le disait Macron encore il y a quelques temps. Donc ça, c'est pour l'Union européenne. Et puis, voilà, là, c'était l'OMS qui voulait absolument réduire de moitié les erreurs médicamenteuses en 5 ans, pardon. Un article donc, de l'OMS qui date de 2017. Et j'avais un autre article, est-ce que je l'ai perdu, qui parlait de 18 000, non, je l'ai pas, oui, voilà, qu'en France, il y avait au moins 18 000 morts par an de la suite des médicaments. 18 000 morts à cause des médicaments ouais, par an, je sais, mais je veux dire, on aurait dû être confinés, non? Ou je sais pas, enfin, au moins un couvre-feu, quoi. Couvre-feu, test PCR, ou en tout cas en parler. Juste en parler, parce que je vous rappelle que quand la France avait moins de 5 000 morts, on parlait déjà on était déjà en confinement. Hein. Et le 11 mars 2020, le jour de la déclaration de la pandémie par l'OMS, on était à 4 200 morts dans le monde entier, en fait, du Covid. Hein. Donc, pour 18 000 morts, non, il ne se passe rien, c'est normal. On continue à prescrire des médicaments, bien sûr. Je voulais aussi encore une dernière chose, vous parler de ça. Tout le monde a vu passer sur les réseaux l'État belge qui a été condamné par le tribunal de Bruxelles qui jugeait les mesures Covid illégales. Alors, on a célébré cet article, cette déclaration comme une victoire absolue sur la dictature sanitaire. Mais en fait, ce qui s'est passé en même temps, en parallèle, je vous le montre, c'est la discussion au sein de l'État belge, toujours, de la loi pandémie. La loi pandémie, elle dit en fait que... elle grave dans le marbre la possibilité pour l'État, pour le gouvernement, de déclarer l'urgence en cas de pandémie ou séquence catastrophe apparentée, quand ils le veulent, d'appliquer illico les dispositifs contraignants. Alors, je n'ai pas la suite parce que je ne suis pas abonnée, mais confinement, restriction de liberté, amende et poursuite pénale seraient, je ne préfère pas parler au futur, mais plutôt au conditionnel, seraient possible avec une simple décision du gouvernement. Donc, j'ai l'impression, moi, que comme d'habitude, on agite le chiffon rouge ou plutôt la libération, l'espoir donné par ce jugement, par cette déclaration du tribunal de Bruxelles par rapport à la fin des mesures Covid, donc en les déclarant illégales, et en même temps, on grave dans le marbre cette possibilité pour le gouvernement belge de déclarer, de faire ces confinements, ces couvre-feux, ces fermetures de commerce et autres mesures liberticides quand bon leur semblera. Donc attention à ne pas rester focalisé sur le doigt du sage qui montre la lune, mais vraiment regarder la lune et regarder l'ensemble de la situation. Quand vous avez quelque chose qui vous arrive et qui fait partie et qui inonde les réseaux, la toile ou les médias officiels, souvent c'est qu'il y a quelque chose d'autre en parallèle qui se décide, de beaucoup plus grave. Surtout que de toute façon l'État a fait appel et on sait très bien que c'est des procédures qui peuvent prendre des mois, voire des années. Ouais. Donc voilà. Donc voilà, c'était pour ma petite revue de presse de la journée. Je pense qu'on pourrait, Johan, si tu le veux bien, passer le clip de cette nouvelle chanson, La Corona, et on se retrouve après. Franchement, chers amis, on a déjà tellement traversé depuis des siècles. C'est pas ce Covid maintenant qui va nous faire flipper. Chers amis, on a déjà tellement traversé depuis des siècles. C'est pas ce Covid maintenant qui va nous faire flipper. Traverse tes peurs, ouvre ton cœur, vois la beauté des fleurs. C'est juste l'ancien monde qui se meurt. Traverse tes peurs, ouvre grand ton cœur, sens le parfum des fleurs. C'est juste en toi l'ancien monde qui se meurt. Abre tu corona, ouvre ta corona, qu'on est tous, sans exception, tous couronnés d'étoiles. Abre tu corona, ouvre ta corona, qu'on est tous, sans exception, tous couronnés d'étoiles. Ouais, on nous mijote la 5G, en même temps on est déjà en train de s'infuser gentiment avec la 5D. Balance les ondes, on est bien enracinés depuis le cœur de la terre-mère jusqu'aux confins de la voie lactée. Balance les ondes, on est bien enracinés depuis le cœur de terre-ciel où nous sourit le 5e soleil. C'est moi, toi, nous, les ondes aussi, les ondes, les âmes libres d'être, d'aimer, de servir le vivant, de vivre si tu doutes. Demande que te guide ton cœur
recueille-toi à la source en ton temple intérieur. Qui es-tu? En quoi tu crois? Qu'est-ce que tu sers? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu crées dans ton présent pour la terre de nos enfants? Sans en toi s'ouvrir cet âge d'or, si tu veux bien transformer ton propre plomb en or, le soleil brille en toi, autant béni tant attendu de la danse de l'aigle et du condor. Sans en toi s'ouvrir cet âge d'or, si tu veux bien transformer ton propre plomb en or, le soleil brille en toi, autant béni tant attendu de la danse de l'aigle et du condor. On vient de voir, en fait, c'est toutes les aberrations de ce qui est en train de se passer. En fait, il faut prendre conscience que il faut qu'on soit conscient de nos droits pour se défendre de tout ça. Et c'est vraiment important, déjà, qu'il y ait un travail qui soit fait pour de chacun, en fait, pour se réapproprier ses droits. Tout ce qui est code civil, tout ce qui est loi, décret, etc. Bah, j'avoue, si on n'est pas juriste, c'est un peu imbitable tout ça. Et tout est fait pour justement que les gens n'y comprennent rien. Mais c'est pour ça qu'il y a un travail qui doit être fait pour synthétiser tout ça. Ce qu'on nous a fait un petit peu aujourd'hui déjà sur certains aspects, c'est une chose qu'on va développer encore. Moi, je suis en train d'intégrer l'équipe de Réinfo Covid. On va faire des émissions, notamment il y aura une émission qui sera hebdomadaire, qui sera dédiée justement à ça, au droit, que je ferai avec Essam Obala, entre autres, pour vous partir en fait de situations comme certains exemples qu'on vous a donnés aujourd'hui, le fait de rentrer dans un magasin sans masque, le masque et les enfants à l'école, etc. Voilà, de partir de ces situations et de vous expliquer exactement quels sont vos droits par rapport à tout ça, vous faire des petites fiches synthétiques et c'est vraiment important que il y aura forcément un effort à faire de tout le monde parce qu'on peut pas se sortir de tout ça, ça va pas tomber du ciel, il n'y a pas un sauveur qui va venir et qui va tous nous sauver. Il faut que chacun s'implique, ne serait-ce qu'un petit peu. Mais je veux dire, si on le fait pas, vers quoi on va, quoi? Regardez, en un an où ils nous ont amenés, et vers quoi on va. C'est important que les gens se réapproprient leurs droits, déjà, et c'est important que les gens agissent, en fait. Et voilà, les exemples qu'on vous a donnés tout à l'heure, rentrer dans le magasin, ces témoignages-là, etc., nous, on vous les fait, mais je veux dire, vous êtes des centaines, des milliers à faire la même chose. Envoyez-nous vos témoignages, filmez-vous, que ce soit ça, mais que ce soit, tu vois, j'ai un exemple, par exemple, l'autre jour, j'étais à Anglette, donc au Pays Basque, dans un parc. Il y avait plein de monde. Des mecs, ils ont mis une table avec écrit « Le Covid est une arnaque ». Ils étaient tous les deux derrière et puis ils attendaient. Ça paraît tout con, mais c'est génial. Parce que tous les gens qui passent devant se disent « Tiens, ils sont interpellés ». S'ils sont d'accord avec eux, ils vont venir, ils vont discuter, ça crée du lien. S'ils sont pas d'accord, bon, soit ils passent leur chemin, soit ils vont venir argumenter, mais ça permet un échange, en fait. Là où aujourd'hui, on est dans une telle censure et dans un tel shadow banning sur les réseaux sociaux que ceux qui ne doivent pas voir ces informations, de toute façon, ne les verront pas. Et aujourd'hui, il n'y a aucune confrontation des arguments, que ce soit à la télé et même dans les médias alternatifs. Enfin, il n'y en a pas beaucoup, en fait. Et là, tu vois, c'est un petit truc tout con, mais voilà, les gens, ils peuvent échanger entre eux. C'est pour ça qu'on doit être dans le réel. Et c'est bien les écrans, c'est bien les réseaux, mais interpellons, avec le sourire, bien sûr, avec la bienveillance, les gens dans la vraie vie. Et avec des messages, comme tu viens de le dire, ou avec même des messages oraux, on peut parler aux gens. Et montrer aussi par notre exemple, par le fait de ne pas mettre de masque, le fait de garder le sourire, le fait de ne pas être déprimé, le fait de rester libre, vraiment et souverain et OK avec ça, c'est-à-dire en alignement avec ce qu'on croit, avec ce qu'on pense, avec nos valeurs. C'est très inspirant, en fait, hein. Donc c'est important qu'on soit unis, c'est important qu'on se rassemble, c'est important qu'on montre l'exemple et qu'on n'ait pas peur, évidemment. Et qu'on utilise le virtuel, donc la vidéo, par exemple, enfin les réseaux sociaux, qu'on utilise ça au service du réel. Donc, en fait, mener des actions dans le réel et les mettre en avant dans le virtuel pour que les gens voient que d'autres font des choses. Je veux dire, quelqu'un comme toi, comme moi, tu le vois, bah lui fait ça, pourquoi pas moi? Et donner cet exemple, en fait, pour inciter un maximum de monde à le faire. Et plus on sera nombreux à ne plus consentir,
et plus vite on sortira de tout ça. Parce que si on ne fait rien, dans 10 ans, on est toujours avec le masque, hein, ça je vous l'assure. Enfin, vous, enfin ceux qui portent, quoi. Si on ne fait rien, ça ne viendra pas, comme tu le disais, de l'extérieur. Ça ne viendra pas, il n'y a pas de sauveur. C'est nous qui allons nous sauver et c'est à chacun, en faisant notre part de colibri, qu'on sortira de ce cauchemar. Donc, si vous avez des vidéos, des expériences, des témoignages, filmez-vous, envoyez-nous tout ça et on montrera à tout le monde que c'est possible de rester libre. Malgré toutes ces contraintes, malgré toutes ces mesures. En France, vous êtes les champions. Nous, en Suisse, on est un petit peu moins contraints, oppressés, même si le masque obligatoire est présent assez majoritairement, mais on n'a pas eu de confinement, on n'a pas eu de couvre-feu. Et ici, c'est vraiment exacerbé. C'est une forme de laboratoire, hein, comme en Israël avec la vaccination, ou comme au Canada avec les camps, avec les surveillances, l'ingénierie sociale. Mais il y a des pays comme ça où les gouvernements concentrent les mesures pour tester un petit peu la réaction de la population. Et on peut leur montrer que, comme tu le disais avant, on ne consent pas. Nos droits, les droits humains reprendront le dessus. La nature reprend toujours ses droits au bout d'un moment. Donc n'hésitez pas à envoyer toutes vos expériences. Et plus on se verra en train de résister à notre façon, en train de continuer à vivre, et plus ça nous encouragera à recréer ou à créer le monde d'après, le nouveau monde dans lequel la corruption, les mensonges, la manipulation, la perversion, l'inversion des valeurs, l'inversion des mots n'existent plus, où on peut enfin vivre en adéquation les uns avec les autres, dans le respect, dans la bienveillance, dans la justice et dans la vérité. Ouais. En fait, on est dans un conformisme. Là, les gens se conforment à ce que fait la majorité. Eh bien, créons un nouveau conformisme, en fait, en montrant cet exemple, en étant de plus en plus nombreux à agir, à ne plus consentir, en fait. Créons un conformisme de personnes non consentantes, en fait. Et plus on sera nombreux, plus les gens seront incités à se dire, bah, je vais peut-être faire comme tout le monde, en fait. Mais dans le bon sens, pour une fois. Soyons unis, en fait. Soyons unis parce qu'en fait, unis, on sera toujours beaucoup plus forts qu'eux. Et eux font tout pour nous diviser. Et même entre personnes influentes, entre lanceurs d'alerte, entre personnes qui se mettent en avant, etc., tout est fait pour nous diviser. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important que nous aussi, on montre l'exemple et qu'on s'unisse. Parce que, enfin, je veux dire, vous, c'est ce que vous voyez à travers vos écrans tous les jours. Eh ben, soyons unis déjà, nous, face à vous. Et peut-être que ça créera aussi cet exemple d'unité que vous pourrez derrière reproduire, parce que c'est vers ça qu'il faut aller. Et sans ça, en fait, on n'y arrivera jamais, quoi. Et malgré les clivages, malgré qu'ils nous essaient de nous distancier, de nous différencier, de nous opposer les uns aux autres, avec la censure, avec de la calomnie médiatique, même entre personnes un peu plus visibles, il y a parfois des animosités, des revanches, des règlements de compte. Ils n'y arriveront pas. Ils n'arriveront pas à nous diviser. On va de plus en plus s'unir, de plus en plus se rassembler, se rapprocher. D'ailleurs, c'est fait depuis un an. On n'arrête pas de se rencontrer, en fait. Moi, j'ai jamais autant rencontré de monde que depuis un an. Et de belles personnes, des personnes vraiment lumineuses qui me donnent de la force et avec qui on peut avancer ensemble. Donc, Johan, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On s'unit ou pas? Bah, moi, je pense que ouais, c'est une bonne idée. Bah, du coup, voilà. On s'est dit que comme il fallait s'unir, on s'est unis, on s'est mis à côté. Ouais, c'est quand même mieux. Hein. Depuis tout à l'heure, en fait, on est dans la même salle. Et ça, je crois qu'ils ont compris. Ouais. Ouais, là, ça fait 2-3 jours qu'on est ensemble, que Johan me reçoit et on a rencontré plein de monde. On a passé la journée hier à la plage, à l'océan, avec notamment Michael Vendetta. Et, ouais, c'est bien d'être ensemble. Ouais, c'est clair. Et je pense que c'est le genre de choses qu'on va essayer d'organiser de plus en plus, malgré ce confinement, parce qu'au final, moi j'ai décidé de ne plus consentir à tout ça, donc je ne m'arrêterai pas. D'ailleurs, Chloé... Consent quoi? Consentir? Hein? Non, je sais pas de quoi tu parles. Toi, tu fais ta petite tournée chaque confinement. Moi, chaque fois qu'il y a un confinement, je fais ma tournée en France. C'est vraiment, moi, c'est grâce au confinement que je vais voyager. Ouais, donc continue à nous confiner, à la limite, j'ai envie de vous dire, parce que en fait, il me reste encore à aller voir Sylvano Trotta, Vincent Fréville, un peu plus haut, au nord. Donc, ce sera l'occasion pour moi de continuer un petit peu à voyager. Comme on dit, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. À fond. Eh bien, à force de nous attaquer, ils nous rendent plus forts. À fond. Et en fait, ils nous poussent à nous organiser et à nous unir. Ouais. Malgré, en fait, en voulant faire l'inverse,
Ben voilà. Ouais. Et moi, je suis confiant, on va y arriver. En fait, à vouloir jouer ce jeu de nous diviser et de détruire un petit peu notre société pour nous amener vers leur monde de grands resets, etc. Ben, ils jouent le jeu du peuple sans même le savoir. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'ils sont en train de créer, c'est le coup de massue dont la société avait besoin. Ouais, le choc Parce que, je veux nécessaire. dire, ça ne remonte pas au Covid, ça fait 200, 300 ans, si j'ai envie de, si tu veux remonter encore plus loin, ça fait des milliers d'années que ça dure. On est asservi par un pouvoir enfin, on est dans l'esclavage depuis des siècles. Mhm. Là, aujourd'hui, depuis un an, on a reçu, le peuple a reçu ce coup de massue dont il avait besoin pour prendre conscience de tout ça et enfin s'unir pour en sortir. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et à vouloir nous détruire, en fait, ils nous ont rendus beaucoup plus forts. Ouais. Et ils ont créé, en fait, cette petite étincelle dont on avait besoin pour enfin aller vers quelque chose de nouveau. Donc en fait, ils ont entamé ce virage. Eux voulaient l'amener vers le grand reset et quelque chose de pire qu'avant. Vers notre destruction, notre asservissement. Et en fait, ça nous a donné le courage nécessaire pour franchir le pas d'être encore plus ensemble, d'être encore plus dans la dénonciation des choses qui vont pas et dans l'envie d'autre chose et de concrétiser ce nouveau monde. Donc franchement, merci à eux. C'est clair. Et puis moi, je le vois tous les jours. Moi, je vois quand je vais dans les commerces, t'es souriant avec les gens, même les gens qui portent leur masque, etc., qui t'empêchent en fait de rentrer dans les boutiques, etc. Mais il suffit que tu discutes un petit peu, que tu sois souriant. Bon, l'attestation, elle aide beaucoup parce que du coup, ils sont un peu perdus. Ils savent pas trop, mais dans le doute, ils se disent, ah, il a peut-être raison. Alors que juste si t'arrives comme ça en disant non, bah, je veux juste faire mes courses, je vois pas pourquoi je porterais le masque. Là, ils se sentent plus dans leurs droits, donc ils vont voilà. Mais moi, je le vois en fait dans des discussions avec tous ces gens-là. Je le ressens. Déjà, il y en a plein qui le portent sous le nez, mais je le ressens, ce ras-le-bol, cette envie de changement, et moi, je pense qu'il manque pas grand-chose. C'est comme je disais tout à l'heure, je parlais de conformisme, je parlais de montrer l'exemple. Je vais donner un exemple tout bête. Vous êtes dans je sais que ça n'existe plus aujourd'hui, mais vous êtes dans un bar, en train de boire un verre avec vos amis, et il y a de la bonne musique, et il y a une grande piste de danse toute vide, et vous êtes là, vous discutez, etc. Ça vous démange d'aller danser, mais vous dites, mais je vais pas y aller tout seul, machin, j'ose pas. Très bon exemple, ça. Mais ouais, il en suffit d'un qui se lève et qui va danser, un deuxième le rejoint, en 3 minutes, la piste, elle est remplie de monde. Mais là, c'est la même chose, en fait. Moi, je prends l'exemple, je me balade dans le masque, dans la rue. Je me balade dans la rue sans mon masque. Je croise des personnes, il y en a qui me regardent avec de gros yeux, mais il y en a plein qui me regardent avec intérêt, et je les vois baisser leur masque, j'en vois même l'enlever. Ça donne l'idée, ça donne l'envie. Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Voilà, Gandhi. Gandhi. Et en montrant l'exemple. Et parfois, tu sais, tu prenais l'exemple de danser. Moi, je suis une ultra timide, ça se voit peut-être pas maintenant, mais quand j'étais petite, j'osais même pas répondre au téléphone tellement j'étais timide, tellement j'avais pas confiance en moi. Et des fois, je me force à aller danser justement, enfin maintenant plus parce que les boîtes sont fermées, mais fut un temps qui n'est pas si éloigné. Je me disais allez, j'y vais, j'aime la musique, je vais danser et je fais semblant que j'ai confiance en moi et que ça va bien se passer, et c'est un peu comme je sais pas, comme si je me dissocie de mon corps et de mon confort, et une fois que je suis dedans, une fois que je danse, ça se passe super bien et les gens me rejoignent, et après c'est fluide, mais au début il y a le petit élan un petit peu, je me force. Et après c'est bon. Et pour le masque c'est encore plus facile parce que ne pas porter un masque, comme c'est beaucoup plus naturel que d'en porter, moi respirer c'est plus mon truc que de m'étouffer, physiologiquement, je crois que je suis faite pour respirer, et c'est vraiment hyper facile. Et quand on sourit aux gens, comme tu le disais juste avant, et ben ça donne envie, ça donne le courage. Ça montre que c'est possible et puis que c'est pas grave et puis que on va pas être foudroyé dans la minute, quoi, hein, et qu'on est plutôt en bonne santé, moi je trouve, non? Non, mais surtout qu'en fait, c'est les gens ont surtout peur du PV, surtout peur des droits. Quand tu vois que la plupart ils le portent sous le nez, enfin la plupart peut-être pas, mais il y en a beaucoup qui le portent sous le nez. Ces gens-là, tu sais qu'ils ont pas peur du virus, quoi. Non. La plupart des gens, ils ont plus peur du PV, de l'amende que du virus. De la punition, ils ont peur de la sanction. Mais voilà, il y a aussi ce conformisme qui fait que, alors évidemment, non, c'est pas forcément drôle tous les jours de devoir
enfin, moi ça m'amuse, mais pour beaucoup, pour beaucoup, je conçois que ça puisse être quelque chose de contraignant, de stressant, d'angoissant, de chiant tout bêtement, d'aller devoir se confronter à ces gens-là tous les jours quand tu rentres dans un commerce, etc. Mais à un moment, j'ai envie de dire, il faut sortir de sa zone de confort. Si personne le fait, jamais rien se passera. Oui, puis c'est pas forcément de la confrontation violente. Hein. Non. Ce que je vis, la grande majorité du temps, c'est plutôt des échanges cordiaux et informatifs. C'est-à-dire qu'on explique qu'on n'a pas besoin et puis que de toute façon, on peut pas respirer et puis on n'a pas obligé de s'énerver pour ça. C'est clair. Après, bien sûr, on peut très bien se retrouver confronté à des cons. Il y en a partout, enfin des cons. Non, mais on est tous le con de quelqu'un, tu sais. Non, mais on peut très bien se retrouver confronté à des gens qui sont complètement fermés, avec qui ça va aller à la confrontation. Je pense que c'est minoritaire. Enfin, c'est pas la majorité des gens, mais voilà, ça fait partie du jeu et ça fait partie enfin, si on veut se sortir de tout ça, il va falloir passer par là, et plus on sera nombreux à le faire, et moins on sera confronté à ces situations-là, en fait. Et moi, ce sera difficile. Et en fait, moi, je trouve que cet épisode nous pousse à connaître, à savoir qui on est. Parce que dans la confrontation, parce qu'il y a des gens qui se confondent jamais. Et leur mode de fonctionnement, c'est pas de conflit, pas de polémique, pas de confrontation, pas de débat. Je ne suis qu'avec des gens qui sont d'accord avec moi. Et ça leur évite, en fait, de se connaître. Parce que quand on se confronte à quelqu'un, quand je dis confrontation, c'est pas, comme je disais avant, c'est pas de la violence. Hein, c'est juste être l'un face à l'autre et exprimer ses points de vue, quitte à être en désaccord. C'est pas grave d'être en désaccord. On peut être d'accord qu'on n'est pas d'accord. Hein. Ça, c'est vraiment un principe de base, je trouve, dans la communication. Et il y a tellement de personnes qui n'ont pas l'habitude de ça et que ça met en insécurité, en fait, de devoir ne pas être d'accord avec quelqu'un, que cet exercice qui nous est un peu imposé en ce moment nous aide à voir que c'est pas grave de pas être d'accord. C'est pas grave de pas se comprendre parfois. Et ça nous permet à nous d'évoluer, de savoir qui on est, de savoir nos failles, de savoir nos forces, de savoir ce qu'on aime en nous, de ce qu'on n'aime pas en nous, de comment s'améliorer, de comment évoluer. Et moi, je trouve que même en termes de développement personnel, c'est vachement intéressant de vivre ces confrontations-là. Et j'invite vraiment tout le monde à connaître, à oser interpeller quelqu'un avec qui on ne sera pas forcément d'accord, à oser risquer un conflit. Et c'est vraiment pas du tout le cas, hein, la majorité du temps, mais à oser dépasser un petit peu, comme tu disais, la zone de confort. Et on voit qu'en fait, c'est pas grave. En fait, on simplifie les choses. C'est-à-dire que des fois, moi, je me dis, tiens, je vois des gens au bord de la mer avec leur masque. Je veux dire, c'est leur choix. Je vais pas aller devant eux et leur dire, monsieur, pourquoi vous portez votre masque? C'est quelque part, c'est presque de l'agression. C'est un peu de l'ingérence. Oui. Alors que là, en fait, le fait de rentrer dans un magasin sans masque, c'est eux qui viennent vers vous. Vous avez même plus cette démarche-là à faire. Et quelque part, c'est de se donner l'opportunité de pouvoir informer. Parce que ces gens-là, ils sont dans une telle dissonance cognitive, ils sont dans une telle... En fait, ils se sont créés une sorte de bulle de sécurité, ils ne veulent pas en sortir. Et toute information qui viendrait remettre en cause, en fait, leur croyance. Leur fausse bulle, quoi. Leur monde virtuel dans lequel ils se sont enfermés, ils le rejettent. Mais là, en fait, c'est eux qui viennent vers vous, en fait. Ils viennent vous dire, mais monsieur, vous devez porter votre masque. Donc, vous inversez la situation, et là... vous avez tout le champ libre pour pouvoir les informer, pour pouvoir les marquer, et ça va les marquer, parce que cette discussion, c'est eux qui vont la créer, et d'où vous allez juste vous défendre, vous faire valoir vos droits. Mais gentiment, il n'y a pas besoin de dire j'ai raison. Non, mais c'est clair, il faut toujours rester souriant et respectueux. Cette base-là, si vous respectez les gens, et si vous êtes souriant avec les gens, ça se passera presque toujours bien. Ouais, presque toujours bien, effectivement. Il y a bien sûr qu'il y a des cas où ça va mal se passer. Oui, mais c'est aussi un entraînement de savoir que on peut quand même résister dans la tempête, et que même si on se fait des fois engueuler, ça peut arriver. Et c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Et surtout, il faut passer par là si on veut en sortir et si on veut être de plus en plus nombreux à le faire, et montrer l'exemple. Pour moi, il n'y a pas de secret, c'est montrer l'exemple. Nous, on essaye de le faire à travers ces vidéos. On essaye de le faire dans la vie de tous les jours, dans les magasins, dans les commerces, avec la police quand on les croise. Et même les policiers, souvent, sont d'accord avec nous. Hein. Moi, j'en ai croisé plein à qui j'ai dit, mais votre masque, vous en avez pas marre? Ils me font si. Et je dis, mais alors, pourquoi vous continuez? Ouais, mais parce que c'est de notre travail, on doit le faire. Moi, j'ai croisé deux, j'étais en rando en montagne, une fois, en plein confinement. Pardon. Toi aussi, tu te balades quand t'es confiné? Ouais, j'ai dit ça, zut. Et en fait, il y avait un hélicoptère de la gendarmerie qui s'était posé sur là où on passait, en fait. Ils étaient venus aider quelqu'un qui s'était foulé la cheville, je sais pas. Et du coup, j'ai un peu discuté avec eux, ils étaient sans masque et tout. Et puis, ça m'a fait plaisir de parler avec des gendarmes
qui étaient là en train de me dire, ah bah nous on est bien contents de travailler en montagne et de machin parce qu'au moins on n'a pas besoin de porter le masque. Et en gros, et bah, on a parlé 5 minutes, et ils en avaient ras-le-bol de tout ça, et en gros ils se disaient vivement qu'on sorte de ça, quoi. Et voilà, les flics, les gendarmes, etc., c'est des êtres humains comme vous, comme moi. Et si vous les remettez dans leurs conditions d'être humain avant tout, avant l'uniforme, vous les regardez droit dans les yeux, vous leur demandez de vous regarder dans les yeux, et vous leur, ouais, comme tu disais tout à l'heure, Chloé, demandez-leur de se projeter, en fait, déjà en arrière, en leur parlant de la situation d'aujourd'hui, est-ce que vous y aurez cru, et surtout, vers quoi on va demain, si on leur demande d'aller plus loin, est-ce que vous accepterez? Ça, c'est important, parce que c'est, enfin, je veux dire, je pense qu'eux-mêmes, ils pensent, ils sont, enfin, voilà. C'est pas qu'un uniforme, c'est un être humain derrière, et il faut le leur rappeler, c'est important. Toujours avec le respect et le sourire. Le respect de la différence et de l'opinion différente, même s'ils sont pas d'accord, c'est pas grave. Et on a tous le droit d'avoir un avis. Tant qu'on est dans l'agressivité, en fait, ça n'engendrera rien de bon, jamais rien de bon. Ça ne pourra que se finir mal, en fait. Parce que là, on est dans ce rapport de force face à un policier. C'est lui qui a le pouvoir quelque part sur vous, parce qu'il peut vous arrêter, il peut vous mettre un PV, il peut vous mettre les menottes, il peut vous amener. Ça sert à rien. Vous serez jamais gagnant, en fait. Alors que si vous y allez avec du respect et de l'amour, et puis que vous le remettez comme un humain qui parle à un humain, on va dire que ça se passera pas toujours bien, mais il y a quand même de bien meilleures chances que ça se passe bien que l'inverse, quoi. Avec humilité. Voilà. Donc c'était notre petite séquence de survie en dictature. D'ailleurs, juste pour finir, Aïssam Obala a rédigé un document, c'est le manuel de survie en dictature qu'on pourra vous mettre en lien. Et il a aussi un site, une émission qui s'appelle Aimons nos droits. Je crois que c'est un site dans lequel il y a plein d'articles de loi très utiles. J'en ai déjà parlé sur Quartier Libre. Je vous ai déjà mis les liens sur Telegram, donc on les remettra ici aussi. On va le remettre sous la vidéo. Et ceux qui sont pas sur le Telegram de Quartier Libre, venez sur le Telegram de Quartier Libre. Il y aura le lien aussi en dessous de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Odyssée, parce que YouTube t'en as plus, hein. Ah, moi c'est fini depuis le 6 mars. J'ai Odyssée, Rumble, j'ai encore Twitter et Instagram, mais comme je te disais avant, je connais pas mes identifiants par cœur, et mon téléphone m'ayant lâché, ça fait une semaine que j'ai pas pu y aller. Attends, t'as un téléphone. Ouais, c'est vrai que Johan m'a fait un joli cadeau. Il m'a offert son téléphone. Ouais, c'est normal. Il faut qu'on s'entraide et il faut qu'on montre l'exemple d'unité. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire aussi aujourd'hui. Enfin, on ne fait pas que essayer. On le fait vraiment, quoi. Et voilà. Donc tous les liens sont sous la vidéo. Tout ce qu'on a abordé dans la vidéo, surtout Chloé qui a parlé de plein de choses. Tous les liens seront en dessous de la vidéo. Donc consultez-les. Et voilà, moi c'est pour un mot de la fin, je dirais. Soyons actifs, en fait, bougeons-nous. Il n'y aura pas de sauveur, il n'y aura pas de retour à la normale. Rien ne se fera sans nous, en fait. On a le pouvoir, encore faut-il le prendre. Exactement. Voilà. Il ne tient qu'à nous. À bientôt. Bisous tout le monde. Bisous. À bientôt. Et au prochain live, Chloé. Et au prochain live.